Bienvenue à cette première session de la Fédération des femmes du Québec dans le cadre de la session de l'UPOP, de la session d'automne de l'UPOP Montréal. Rapidement, je m'appelle Eve-Marie Lacasse, je suis coordonnatrice de la Fédération des femmes du Québec. C'est moi qui vais animer la session ce soir. Rapidement, seulement vous dire que l'UPOP Montréal, c'est un groupe de réflexion qui vise à organiser des événements gratuits, libres et gratuits, accessibles à toutes et à tous pour promouvoir la diffusion d'un savoir alternatif. Donc, il y a plusieurs différents thèmes qui sont abordés à chaque session, différents cours. Il y a un dépliant qui est présent sur la table ici, à côté à ma gauche, si vous voulez savoir plus d'informations sur les différentes sessions de l'UPOP au courant de l'automne. Donc, je vous invite à le consulter. Mais aujourd'hui, je vais animer la session en tant que coordonnatrice de la Fédération des femmes du Québec. Aujourd'hui, vous avez aussi à la table les documents qui sont intéressants de la Fédération des femmes du Québec si vous souhaitez, et des États généraux de l'action et de l'analyse féministe si vous souhaitez en savoir plus sur nous. Aujourd'hui, la session, le cours en fait s'intitule « Mythe de l'égalité acquise, perversion et instrumentalisation du discours féministe par la droite ». La Fédération des femmes du Québec est un organisme qui existe depuis presque 50 ans. On a été fondé en 1966 et notre principale mission, c'est la défense et la promotion de la défense collective des droits des femmes. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on tient depuis 2 ans plusieurs événements dans le cadre des États généraux de l'action et de l'analyse féministe. Mais je vais laisser Alexa Conradi, la présidente de la FFQ, vous en parler davantage. Aujourd'hui, pour nous parler du mythe de l'égalité acquise, perversion et instrumentalisation du discours féministe par la droite, retenez-le parce que je vais vous demander de le répéter plus tard. Donc, on a avec nous Alexa Conradi, qui est présidente de la Fédération des femmes du Québec depuis 2009. Alexa s'est impliquée dans le milieu féministe québécois en participant au travail des groupes de base depuis plusieurs années. Elle a débuté au Centre des femmes de Verdun. Et en 1994, elle est devenue organisatrice communautaire à Montréal. Elle a débuté au Centre des femmes de Verdun, mais elle devient organisatrice communautaire et coordonne la Marche du pain et des roses en 1994 pour la région de l'Estrie. En 1998, elle a coordonné la Marche mondiale des femmes. À partir de 1998, elle a coordonné la Marche mondiale des femmes au Québec au sein de la Fédération des femmes du Québec. Elle retourne ensuite sur les bancs de l'université pour un bac en analyse politique, des études en communication, puis un doctorat dans lequel elle s'est intéressée au rapport entre les populations autochtones et allochtones. En 2009, elle a suspendu ses études, grâce à Dieu, si on peut dire ça comme ça aujourd'hui, pour se porter candidate à la présidence de la FFQ, donc pour travailler avec nous, avec la volonté de travailler avec le mouvement féministe autonome et contrer les politiques et les idées de droite. Donc, Mme Conradi va parler en premier. Par la suite, Véronique Pronovo aussi est avec nous, à ma droite, pour parler du mythe de l'égalité acquise. Et la suite, c'est quoi? Perversion et instrumentalisation du discours féministe par la droite. Donc, Véronique est chercheure au sein de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'UQAM. Son expertise, elle a étudié les politiques et les enjeux sociaux, le conservatisme américain, la droite chrétienne américaine, le féminisme et l'antiféminisme, ainsi que la politique intérieure américaine. Elle a obtenu son diplôme de maîtrise en sciences politiques et en études féministes à l'UQAM au printemps 2013. Et ses recherches portent principalement sur la droite chrétienne américaine actuelle et le conservatisme moral. Elle est aussi associée actuellement au groupe interdisciplinaire de recherche sur l'antiféminisme de l'IREF, qui est l'Institut de recherche en études féministes de l'UQAM. Donc, je vais laisser la parole à Alexa Conradi pour présenter la démarche des États généraux, mais aussi l'objectif des 4 cours de la saison de l'UPOP donnée par la Fédération des femmes du Québec. Merci Eve-Marie. Alors, il y a à peu près maintenant 3 ans, les membres de la Fédération ont fait une analyse de la conjoncture dans laquelle on était plongé. On avait l'impression que les gouvernements n'étaient pas du tout intéressés à travailler sur la question de l'égalité, que notre discours était de plus en plus marginalisé dans l'espace public, que les mobilisations qu'on faisait, qui étaient importantes, on a rassemblé 10 000 personnes, hommes et femmes, à Rimouski dans le cadre de la Marche mondiale des femmes en 2010, et que malgré ce niveau de mobilisation-là, les États, tant québécois que canadiens, n'avaient absolument pas intérêt à entrer en dialogue avec nous sur les enjeux d'inégalité qu'on voyait encore persistants dans la société.
Et on assistait aussi à un phénomène de banalisation des inégalités encore dans l'espace public. Les médias régulièrement répétaient l'égalité est atteinte, l'acquis du féminisme, et que genre c'était l'heure de passer à autre chose. L'époque du féminisme était dans le passé et aujourd'hui ce n'est plus pertinent. Et on était souvent on donnait une image des féministes comme souvent des dinosaures ou bien arriérés, restés dans une époque révolue, alors que notre mouvement a toujours su s'adapter aux époques, de à regarder réellement les réalités des femmes sur le terrain et des problèmes qu'on rencontrait encore. Donc, on s'est dit, à la place d'essayer juste de se battre comme un mur, on va essayer de prendre un moment de recul pour essayer de comprendre le monde dans lequel on était et d'essayer de voir au plan économique, au plan politique, qui a intérêt à développer un discours qui dit que le féminisme n'est plus nécessaire, que l'égalité est acquise, que les femmes sont libres. Alors, on a décidé de lancer un appel à une réflexion. Donc, parfois, les partis politiques, très souvent, ils vont faire une réflexion à l'intérieur d'un exécutif très petit, mais nous, on a décidé de lancer une réflexion à très grande échelle dans le mouvement des femmes au complet, très large, pour dire comment vous voyez le bilan de notre action depuis 20 ans et qu'est-ce que vous pensez sont les enjeux qu'on a besoin d'aborder en ce moment, mais en vue d'une transformation sociale assez importante. Et donc, depuis quelques années, nous avons effectué une tournée, tenu des colloques, mis sur pied des tables de travail, arrivé à des recommandations qui vont être débattues lors d'un forum au mois de novembre. Donc, il y a un pamphlet sur la table qui explique c'est quoi. Mais du 14 au 17 novembre prochain, les femmes, les groupes de femmes c'est ça, vont participer à définir les contours d'un projet féministe de société. Alors, toutes celles qui sont ici, qui voudraient participer, sont les bienvenues. Il y a des frais d'inscription, mais qui sont plutôt modestes. Mais on a voulu aussi s'assurer que cet échange-là qu'on veut faire entre mouvements des femmes, entre femmes, soit une occasion de partage aussi avec une population qui ne viendrait pas forcément à un forum comme ça. Donc, d'où les activités de l'UPOP, parce que peut-être c'est pas tout le monde qu'on rejoindrait nécessairement pour le forum. Puis aussi, on pense qu'un projet féministe de société est quelque chose qui peut être porté par les hommes et les femmes. Donc, pourquoi pas avoir une activité mixte pour partager un peu l'issue de nos réflexions. Donc, ce soir, on va traiter d'une des questions qui nous préoccupe, tout ce qui tourne autour du mythe de l'égalité atteinte, l'antiféminisme, comment l'identifier, où est-ce que ça s'exprime, le conservatisme, comment il s'exprime également, mais aussi comment certains discours utilisent la question de l'égalité pour faire avancer un projet politique qui n'avance pas l'égalité. Donc, c'est ce qu'on va aborder ce soir. Et l'idée, c'est que moi, je vais faire une présentation après Véronique. Et l'idée qu'après ça, c'est que ce soit ensemble qu'on continue à réfléchir. Donc, nous, peut-être Véronique est beaucoup plus aboutie que moi, mais l'idée, c'est qu'on arrive avec des réflexions, avec certaines analyses qui sont le fruit soit des travaux collectifs dans le cadre des états généraux ou bien de recherche. On partage et puis on fait fructifier les réflexions ensemble. C'est un peu le projet de ce soir. Alors, je dirais juste rapidement un petit mot sur la notion d'égalité acquise. C'est quand même surprenant qu'on puisse dire une telle affaire si simplement. On peut dire, par exemple, on l'entend que l'égalité de droit est là, que les femmes sont présentes partout, sont confiantes, elles sont investies dans le milieu de travail, les relations hommes-femmes sont censées être très, très bonnes. Et puis, on est particulièrement fiers du niveau de progrès que les femmes ont fait au Québec depuis 40 ans. Puis si on regarde les progrès, en effet, on a raison d'être fiers et c'est la révolution peut-être pas si tranquille, mais ça a été une révolution assez importante dans la société québécoise. Mais est-ce qu'on est allé au bout de ça, comme les gens nous le disent? Alors, de notre côté, on a tendance à voir le sexisme ordinaire, les conditions de travail, les études, dans quel domaine les femmes étudient. Donc, même si les femmes sont beaucoup plus nombreuses sur les bancs d'école, mais où est-ce qu'elles travaillent? Elles finissent les études avec quelle dette? Puis elles ont quel salaire quand elles sortent?
quel pouvoir y a-t-il dans la société? Où est-ce qu'il est concentré? Et est-ce qu'il est concentré entre les mains des femmes qui peuvent, à ce moment-là, pas juste participer, mais définir un projet social? C'est des questions où on voit qu'il y a encore des difficultés dans la mesure où, par exemple, même l'Assemblée nationale du Québec n'a pas plus que 33% de femmes à l'Assemblée nationale, et ça, c'est pour parler des pouvoirs de représentation politique qui connaissent nettement leurs limites. Si on commence à discuter de questions de stratégie de développement économique de travail, comment on conçoit même l'économie, mais l'économie est basée sur une division sexuelle du travail qui n'a jamais réellement reconnu et valorisé le travail des femmes dans la communauté, dans la famille, etc. Et le travail que les femmes occupent aujourd'hui est très souvent une extension de ces travaux dans la famille. Donc, toutes ces questions-là, nous, on a envie d'aller plus loin, on y reviendra, mais de toute évidence, les statistiques le démontrent, il n'y a aucune possibilité pour une personne sérieuse de dire aujourd'hui que l'égalité est atteinte. Donc, pourquoi on fait face à un tel premièrement, empressement de toutes sortes de personnes de dire que l'égalité, c'est une valeur de la société québécoise. Ça, c'est une des questions qu'on va avoir à essayer de défaire d'une certaine façon pour mieux comprendre à quoi il sert, qui a intérêt à parler comme ça. Et c'est donc un peu de ce qu'on va discuter ce soir. Alors, je passe la parole à Véronique Pronovo. Est-ce que ce serait possible de partir mon PowerPoint, s'il vous plaît? Cool. Donc, à quelques reprises, je vais peut-être regarder sur mon cellulaire. Ne prenez pas ça pour de l'impolitesse. C'est vraiment que je veux voir le temps que j'ai, comment je vais répartir mes choses. Donc, pour commencer, avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de commencer par une petite anecdote. J'ai eu la chance, au cours des dernières années, d'aller dans les écoles secondaires de Montréal, essentiellement, et d'aller donner des ateliers sur l'engagement citoyen et sur un peu le b.a.-ba du féminisme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis un peu d'aller défaire les mythes qu'il y avait alentour du féminisme. Et la première chose que j'ai remarquée chez les étudiants de secondaire 4 que je rencontrais, c'était à quel point on me regardait comme si je sortais d'un vaisseau spatial ou comme si je venais d'une autre planète. Puis on me demandait c'était quoi le féminisme, à quoi ça sert et tout ça. Et quand je leur montrais avec des statistiques à l'appui de Statistique Canada, qui est quand même pas un institut de statistique... oui, exactement, c'est pas très féministe, finalement. Même avec les statistiques, finalement, on me disait que j'avais pas rapport, que je me faisais des idées, que j'exagérais la situation. Et là, il y avait toutes sortes d'exemples que les étudiants me sortaient, comme quoi leur père faisait la cuisine, que leur père donnait le bain aux plus jeunes à la maison, ou que la mère travaillait et faisait un plus gros salaire que leur père. Donc, tout ça pour dire qu'ils utilisaient énormément leur expérience personnelle pour continuer à valider, à marteler l'idée que l'égalité est déjà là. Et donc, pourquoi? D'où ça vient, cette idée que l'égalité est déjà là? Évidemment, le sexisme et l'antiféminisme n'ont pas d'appartenance idéologique. Donc, ça appartient autant à la gauche, à la droite, au progressisme, au conservatisme. Ça vient d'un peu partout. Et ce soir, on a décidé d'aborder la droite. On m'a demandé d'aborder la droite, donc je parle avec vous de la droite, mais sachez que dans les rangs progressistes, ça existe tout autant que dans les rangs des conservateurs. Et donc, justement, pour commencer, peut-être juste... voir comment je vais diviser ma présentation. Je vais commencer par parler des droites. Et qu'est-ce que c'est finalement les droites? Quelles sortes de droites existent? C'est quoi les différences? Ensuite, les conséquences que ça peut avoir sur la société. Ensuite, on aborde la question du féminisme, de l'antiféminisme et des manières dont ça peut se percevoir ou comment ça se répercute dans la société. Et finalement, les risques actuels auxquels on fait face à tous les jours. Les droites. Il y en a une multiplicité. Essentiellement, aujourd'hui, on va parler de 3. Donc, la droite fiscale, le conservatisme fiscal, donc le conservatisme moral et le néoconservatisme. Chacun a, comme je vous l'ai dit, ses différentes caractéristiques et s'incarne d'une manière différente dans la société, mais ils ont quand même un point de départ en commun. Et ce point de départ, j'ai essayé d'en faire une petite synthèse pour vous, qui serait finalement... Qu'est-ce que c'est la droite ou le conservatisme? Donc, ce soir, ça va être un peu des synonymes. C'est un système de pensée. C'est une manière de voir le monde, de concevoir le monde et la société dans laquelle on vit.
C'est aussi un mode de pensée qui est en accord avec les prémices du capitalisme, c'est important de le mentionner. Et finalement, évidemment, la notion la plus importante, c'est que finalement, le conservatisme témoigne d'une certaine résistance face aux changements sociaux, économiques, institutionnels. Et là, vous pouvez nommer les autres types de changements auxquels vous pouvez penser. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas nécessaire de lire ou de bien voir. Je voulais juste avoir les cercles, finalement, pour pouvoir vous montrer qu'il y a, comme je vous l'ai dit, le conservatisme fiscal, moral et les néoconservateurs. Mais c'est aussi pour vous dire qu'il y a des zones grises où est-ce qu'on ne peut pas nécessairement toujours classer quelqu'un ou un argument dans une sphère, mais que ça peut se retrouver à l'intérieur de différentes sphères. Donc, une personne peut être à la fois conservatrice moralement et économiquement, comme je vais vous le montrer tantôt. On commence avec le conservatisme fiscal. Une représentation dans la société québécoise, ce serait Lucien Bouchard, par exemple, avec le déficit zéro, qui a, dans une autre décennie, vraiment été très, très agressif d'un point de vue économique et qui a fait énormément de dommages au filet social au Québec. Et aux États-Unis, évidemment, ma spécialité, c'est les États-Unis, fait que ça se peut que je vous ressorte quelques exemples américains une fois de temps en temps. Mitt Romney, le dernier candidat aux élections présidentielles qui faisait face à Obama. L'objectif des conservateurs fiscaux, finalement, c'est d'assainir les finances publiques. C'est ça leur leitmotiv numéro 1. La raison pourquoi ils existent, c'est parce qu'ils voient une situation qui les dépasse complètement, des dépassements de coûts, des dettes faramineuses. Et donc, leur priorité, ça va être de réduire les dépenses et de réduire la taille de l'État. On va souvent utiliser comme raison pour légitimer ça la compétitivité, l'équilibre budgétaire, le fardeau de la dette, etc. Et j'ai déjà donné l'exemple du déficit zéro. Si on regarde, on change complètement de paradigme quand on passe du côté des conservateurs moraux. On a ici le cardinal Ouellette, qui en est un exemple patent. Évidemment, lui, c'est un peu l'extrême, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, celui qui est le plus visible, si on veut, au Québec. Mais il y a des conservateurs sociaux qui sont un peu plus nuancés, ou en tout cas qui laissent un peu moins paraître leur opinion à première vue, et donc des fois c'est un peu moins facile de les identifier. De l'autre côté, on a Bill O'Reilly, qui est encore une fois un exemple à l'international, un animateur sur Fox News qui est assez mordant, disons. Et donc, eux, leur objectif est tout autre. C'est des conservateurs comme les premiers, sauf qu'eux ont pour objectif de restaurer un modèle de société qui serait basé sur des valeurs communes, mais sur des valeurs traditionnelles. Donc, eux, leur constat, c'est de regarder la société et de voir « Oh mon Dieu, on est en pleine débauche, il n'y a plus rien qui va, la société humaine ou américaine ou québécoise va tomber dans le vide, il faut absolument faire quelque chose. » Et pour faire ce quelque chose-là, finalement, c'est de restreindre les débordements des progressistes et des laïcs. Encore une fois, juste une petite seconde. Encore une fois, on va utiliser différentes appellations pour promouvoir nos idées. Hein. On va y aller en parlant de protéger sa famille, de protéger la vie, protéger la liberté de religion, des choses comme ça. Et l'exemple le plus contemporain que je pourrais dire, c'est évidemment les différentes motions qu'il y a eu contre l'avortement qui ont été déposées au Parlement au cours des derniers mois. Et finalement, le néoconservatisme, qui est peut-être un peu moins présent au Québec, qui est un petit peu plus sous le radar parce que ça implique des visées internationales. Donc, je vous l'explique tout de suite après, mais on a quand même Harper, qui en est un fervent porte-étendard, et il y avait à l'époque le gouvernement Bush qui faisait un peu de la même façon le même discours, qui finalement est de rétablir la sécurité, et là, à l'échelle nationale et internationale. Donc, je vous ai dit tantôt, il y en a peut-être un petit peu moins au Québec ici, mais quand même, on peut voir des relents quand on parle de stratégie identitaire, de trucs comme ça. Donc, toutes les politiques identitaires, tout ça, ça rentrerait dans le néoconservatisme, parce que finalement, leurs idées, c'est vraiment de défendre les valeurs, les idéaux et les intérêts de la nation. Et comment ça va se répercuter, comment on peut voir ça, c'est finalement par un très grand interventionnisme. On va vouloir aller répandre la démocratie. On va même utiliser parfois, comme dans le cas justement de l'intervention canadienne en Afghanistan, on va instrumentaliser le fait de dire on va aller aider les femmes, il faut aller sauver les Afghanes. Et donc, on va instrumentaliser le discours de l'égalité homme-femme, d'une part, mais aussi l'idée de propager la bonne nouvelle qui est la démocratie.
Et tantôt, je vous le disais, il y a des flous, il y a des gens qui se présentent dans différentes catégories. Et on a ici des excellents prospects pour cette catégorie, qui est le conservatisme fiscal et moral à la fois. Margaret Thatcher, qui était en Grande-Bretagne, enfin. Et Ronald Reagan, pardon, un ancien président aussi des États-Unis, et qui ont régné pendant les années 80 tous les deux en même temps, et qui ont sabré d'une manière impressionnante. Tous les conservateurs s'entendent vraiment pour dire qu'ils sont encore aujourd'hui une figure de proue, et on se réfère encore souvent à eux comme étant des modèles dans le conservatisme. Et une représentation peut-être plus nouvelle, c'est le Tea Party aux États-Unis, si vous en avez entendu parler un peu. À la base, ça se voulait un mouvement qui était très, très, très économique, pratiquement uniquement économique. Mais avec le temps, il y a eu énormément de personnes qui avaient des intérêts religieux, donc des enjeux moraux, par exemple, et qui se sont joints au groupe. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, finalement, tout ça, ça a des répercussions. Et ça a des conséquences très différentes, parce que comme vous avez pu le voir, la droite, ça ne s'incarne pas d'une seule manière, ça a différentes représentations, différentes visées, et ça a des conséquences fort différentes, tout dépendant de quel type de conservatisme ou de droite on parle. Si on regarde les conséquences directes du conservatisme fiscal, c'est clair, c'est la diminution de l'accessibilité des services. Donc, on va couper dans les programmes sociaux, on va couper dans le filet social, finalement, et qui bénéficie le plus des programmes sociaux au Québec et au Canada, ce sont évidemment les femmes. De la même manière, c'est une conséquence plus indirecte, mais qui touche tout autant les femmes. Il y a une augmentation des tarifs. Et quand on parle d'augmentation des tarifs, on se dit, oui, mais ça touche tout le monde. Effectivement, l'augmentation des tarifs touche toujours tout le monde. Sauf que si on dit que les femmes ont un revenu inférieur à très long terme, que ce soit pendant les études ou après, c'est dans cette mesure-là que je vous donne un exemple. Pendant la lutte pour le gel des droits de scolarité, il y a plusieurs féministes, dont j'étais, qui militaient en disant l'argument qui a été peu populaire et un peu moins bien reçu, que ça défavorisait encore plus grandement les femmes étudiantes, finalement, qui devaient s'endetter encore davantage. Et on pense, par exemple, aux femmes, aux mères de familles monoparentales qui sont aux études, par exemple, qui représentent 80% des familles monoparentales au Québec. Ce sont les femmes, les mères de famille. Et donc, ils doivent payer, assumer les mêmes coûts, vous me direz, que les hommes, avec un salaire moindre, avec parfois des obligations plus importantes. Et finalement, le plafonnement du salaire minimum. Dans le conservatisme fiscal, évidemment, on ne veut pas augmenter le salaire minimum, on n'a pas d'argent, on coupe les dépenses et on ne veut surtout pas augmenter les salaires, ce qui aurait pour effet de ralentir la consommation et le profit et tout ça. Donc, on va le plafonner. Et encore une fois, la majorité des personnes qui sont sur le salaire minimum en ce moment sont soit les très jeunes et le deuxième groupe, ce sont les femmes. On peut changer. Ensuite, en ce qui a trait au conservatisme moral, des conséquences directes, encore une fois, on a pu les observer dans les derniers mois, ici même au Canada, c'est la menace du droit à l'avortement, finalement, ou le droit à l'avortement qui est remis en question par des motions qui ont été déposées. C'est sûr que quand on a un regard un peu extérieur à tout ça, on se dit que le droit n'est pas réellement menacé, mais je peux vous dire que on a tous eu quand même assez peur quand il y a eu des motions qui ont été déposées, qu'il y a eu énormément de négociations de couloirs et de discussions pour essayer de faire avancer cette motion-là dans le processus parlementaire. Évidemment, qui dit conservatisme moral dit régression et répression des droits de la communauté LGBT. On en a un exemple, je vais à l'international, mais c'est pas moins pertinent pour ici. On en a un exemple en Russie en ce moment où le gouvernement, qui est très, très conservateur, a adopté une loi anti-gay, finalement, qui vise à empêcher les personnes à être gays devant des mineurs. Donc, n'importe quelle manifestation de, excusez-moi l'anglicisme, gayness, donc que ce soit tenir la main, que ce soit embrasser, que ce soit porter un chandail qui voudrait encourager ou valoriser les droits des homosexuels, c'est perçu comme étant c'est proscrit par la loi, finalement. Donc, partout en Russie, actuellement, c'est en vigueur et il y a énormément de répression qui se fait parce que, finalement, le fait d'adopter des lois de cette mesure-là, et comme je vous dis, c'est tout aussi valable ici, mais à chaque fois qu'on adopte ce type de loi-là, on légitime le fait dans la population d'avoir des comportements ou des opinions homophobes ou antiféministes.
Une conséquence indirecte, mais qui est, selon mon point de vue, encore plus majeure que les conséquences directes, c'est la redéfinition des rôles sociaux selon le sexe. Et encore une fois, je me réfère aux États-Unis. J'aime aller un peu partout dans le monde pour vous montrer ce que je veux dire, mes arguments. Aux États-Unis, encore aujourd'hui, le fait qu'une femme demeure à la maison pour s'occuper de ses enfants est extrêmement bien perçu. Et je ne dis pas que ça doit être mal perçu ou aucunement. Je dis seulement qu'il y a une valorisation énorme de la famille comme étant la cellule moyenne ou la cellule centrale de la société. Et finalement, on y joue des rôles très stéréotypés, très genrés, où la femme doit effectuer un certain nombre de rôles que vous connaissez tous très bien, et l'homme, de la même façon, sera pourvoyeur et devra acquitter ses tâches de sécurité, de finances et tout ça. Au Québec, heureusement, on connaît une plus grande diversité, c'est tant mieux, mais ça ne veut pas dire que le conservatisme moral, on est un petit peu plus à l'abri, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas encore une fois aujourd'hui des normes. Comme je vous le disais dans le cas, quand je suis allée dans les écoles secondaires, on voit qu'il y a certains trucs qui sont très, très, très ancrés. Et quand on parle de normes ou de culture, c'est vraiment difficile à déloger comme croyance populaire. Le néoconservatisme, on n'a pas besoin d'aller bien, bien loin. On a juste à regarder ce que Harper a fait depuis les dernières années. Il y a une revalorisation du militaire. Donc, que ce soit à travers l'histoire, on va essayer de réenseigner les grandes gloires de l'histoire. Par exemple, ça a été le cas avec la guerre de 1812, ou encore une fois, en augmentant le budget qui est alloué aux militaires, c'est un peu la même chose. Il y a une revalorisation de l'identité nationale, donc on va essayer de jouer ou de créer une espèce de momentum patriotique en essayant de mettre de l'avant des valeurs très fortes, c'est quoi être un Canadien, c'est quoi être un Québécois. Et donc, on est un peu là-dedans par la force des choses aujourd'hui, et je le serai peut-être plus tard, mais donc on essaie vraiment de jouer sur la fibre identitaire, et évidemment, qui dit retour dans l'histoire, retour au traditionnel, dit forcément une dévalorisation du rôle féminin dans la société. Et je dis le mot féminin avec des gros guillemets. Et des conséquences internationales, évidemment, les interventions armées qu'amène le néoconservatisme a des répercussions absolument importantes. Et on en parle très peu. On commence de plus en plus à en parler. Il y a de plus en plus de femmes qui parlent de ces choses-là. Et on ne parle pas seulement des femmes qui, dans les pays locaux, dans les pays qui se font attaquer, finalement, mais on parle aussi dans l'armée. Il y a énormément, on parle de presque 25 000 femmes qui ont été agressées sexuellement dans l'armée l'année dernière aux États-Unis, et donc par leurs compatriotes, par leurs frères d'armes. Et c'est encore pire si on regarde, évidemment, ceux qui sont sur le terrain. Et donc, les populations locales sont dévastées quand elles se font déplacer, elles se font envoyer dans des camps, par exemple. Il y a un peu la même représentation, les mêmes choses qui peuvent se passer là-bas. Il y a une succession, là, je vous dirais, là, que ce soit par l'armée, que ce soit par leurs concitoyens, que ce soit par les rebelles, peu importe. Il y a toute une chaîne où les femmes se retrouvent dans une vulnérabilité très, très, très importante, que ce soit économiquement, pour leur sécurité, pour leurs besoins alimentaires, de se loger, peu importe. C'est plutôt criant. Et donc, finalement, dans tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que peu importe le type de conservatisme, il y a quand même des trucs qui reviennent toujours. C'est la remise en question de la nécessité des groupes de femmes et des organisations féministes. Donc, peu importe qu'on soit un conservateur fiscal, moral ou un néoconservateur, on va remettre en question le bien fondé et la nécessité d'avoir des groupes féministes et des groupes de femmes. Pour des raisons différentes, évidemment. Les premiers, les fiscaux, ce sera pour l'argent. Ensuite, ce sera pour des questions idéologiques pour les conservateurs moraux. Et pour les néoconservateurs, ben, encore une fois, l'argent doit aller ailleurs, et puis on veut promouvoir une identité forte, et donc ce ne sera pas en finançant les gens qui s'opposent à nous ou qui sont critiques par rapport à nous qu'on va arriver à grand-chose. Et donc, le fait qu'il y ait une remise en question, forcément, ça amène la coupure des sommes qui sont allouées aux groupes de défense de droits, dont font partie forcément les groupes de femmes et les groupes féministes.
Et j'ajouterais peut-être, je ne l'ai pas écrit, mais j'ajouterais forcément aussi la banalisation des enjeux féministes et des besoins des femmes. De plus en plus, les féministes se retrouvent marginalisées, se retrouvent, je ne veux pas dire agressées, mais ça devient commun dans des événements publics comme on a ce soir, qu'il y ait des interventions, qu'il y ait des invectives, qu'il y ait des... J'ai tenu un colloque l'année dernière, par exemple, sur l'antiféminisme, et j'ai reçu une salve d'insultes de quelqu'un qui faisait seulement passer devant la porte, donc qui n'était même pas encore entré, seulement parce qu'on porte l'étiquette de féministe. Et donc, on rentre un peu plus dans le sexisme et l'antiféminisme. J'ai voulu, encore une fois, vous faire juste un petit peu départager les choses, départager les termes, parce qu'on a souvent tendance à les utiliser de manière similaire. Et finalement, je voulais juste départager un peu les choses pour clarifier les termes. Le sexisme, c'est un discours, une action qui présuppose le fait qu'il y a une différence fondamentale entre les hommes et les femmes. Donc, pas besoin de dire qu'on haït les femmes, pas besoin de consciemment se dire que les hommes sont meilleurs que les femmes ou vice-versa. Simplement le fait de voir qu'il y a une différence fondamentale qui se base sur le sexe. Donc, je vous ai donné un exemple, la femme est émotive, l'homme est rationnel, c'en est un exemple parfait, c'est quelque chose qui est sexiste. De l'autre côté, l'antiféminisme, c'est encore une fois un discours, une action qui va décrédibiliser ou attaquer les féministes en tant que telles ou le féminisme. Et à ce moment-là, un autre exemple, c'est la faute aux féministes, si le taux de décrochage scolaire des garçons est si élevé. C'est un des arguments qui ressort, c'est une des stratégies qui est employée, dont je vais vous parler juste un peu après. Jusque-là, est-ce que... je parle vite, là, mais est-ce que tout le monde est... Oui, ça va? Oui, cool. Voilà. On rentre vraiment... on va rester longtemps sur cette diapo-là, mais c'est celle qui est la plus importante selon moi. Stratégie discursive fréquemment employée. Ce que ça veut dire, en gros, c'est les stratégies dans les discours, les arguments, la rhétorique. Donc, ceux qu'on a pu identifier jusqu'à maintenant, qui sont employés dans des visées sexistes ou antiféministes, peu importe. J'ai envie de les voir un peu avec vous, de vous donner des exemples, puis à la limite, si vous en avez, vous pouvez aussi intervenir. C'est pas quelque chose d'unilatéral, là. Pardon? Discursif, c'est justement, c'est relatif au discours, donc que ce soit un argument rhétorique, donc n'importe quoi qui est dans un discours et qui sert vraiment, comme je le disais, à avoir des visées antiféministes ou sexistes. Premier type d'argument, finalement, c'est de décrédibiliser la personne plutôt que l'argument. Donc moi, je suis en train de parler avec quelqu'un et on discute d'égalité. Et plutôt que de me dire que mon argument est invalide, ou il va juste me dire t'es juste une frustrée, va-t'en chez vous, t'es pas belle, puis il y a personne qui t'aime. Et ça, ce serait une des manières vraiment de fonctionner des antiféministes, par exemple, et des sexistes, de vraiment s'en prendre à la personne parce que finalement, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire pour décrédibiliser le discours qu'il y avait devant eux. Un autre moyen, une autre stratégie qui est employée, c'est d'établir un faux lien de cause à effet. Et ça, il y en a énormément. Tantôt, je vous ai donné un exemple, celui de dire que c'est à cause du féminisme s'il y a du décrochage scolaire chez les garçons. Ah oui? Où est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que tu peux me le démontrer? C'est quoi les liens? C'est quoi les... Même chose, c'est la faute aux féministes s'il y a de plus en plus de femmes qui font des dépressions. Puis là, leur argument serait de dire, par exemple, mais oui, parce que là, elles sont obligées d'aller travailler, parce que vous les obligez à travailler. Et là, ce que j'ai envie de leur répondre dans cela, c'est oui, mais c'est la double tâche. Puis là, ça peut peut-être... éventuellement, ce serait le fun de faire un cours d'autodéfense là, contre les... Ce serait bien ça. Notre idée. Oui, et donc, on peut carrément leur répondre que c'est la double tâche qui fait ça. Le fait qu'on ait travaillé et qu'en revenant à la maison, on soit obligé de supporter la maison, supporter la famille et prendre en charge tout le reste. Si la tâche était séparée et qu'on avait une tâche et demie et que notre conjointe aurait une tâche et demie, ce serait déjà beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus facile de fonctionner et probablement que le nombre de dépressions serait plus bas. Ensuite, employer des arguments d'autorité. Donc, l'idée, c'est super simple, c'est de dire, le psychologue Dallaire a dit que
telle affaire. Et là, oui, c'est vrai, le psychologue Dallaire se retrouve effectivement dans l'ordre des psychologues. Il a écrit de nombreux livres, des articles, il forme même d'autres psychologues. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont dit ça ou est-ce que c'est le seul? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous pouvez vraiment, au-delà du fait que ça vienne d'un psychologue ou d'une personne en position d'autorité, est-ce que vous pouvez vraiment vous dire oui, oui, tout à fait, et raisonner vraiment sur cet argument-là? Donc, on réfère beaucoup aux arguments scientifiques. Ensuite, faire référence au gros bon sens. Ça aussi, c'est assez fréquent. Ma mère emploie ça souvent. Le fait de dire « ben oui, mais tout le monde, c'est le même. C'est le même pour tout le monde. Pourquoi ce serait faux? Je veux dire, c'est vrai que les femmes braillent plus que les filles. Les femmes braillent plus que les hommes. Je voulais voir si vous me suiviez. Ouais, donc c'est vrai. Est-ce que tu peux contester ça? Puis là, à ce moment-là, je lui dis non, c'est vrai. Les femmes pleurent plus que les hommes. Et là, elle me dit non, non, non. C'est vrai, je l'ai démontré parce que je te l'ai montré dans la société, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est de ne pas vouloir aller voir en dessous. On va regarder une représentation, on va regarder un fait observable et on n'ira pas voir en dessous pourquoi c'est comme ça, c'est quoi les raisons, c'est quoi les causes. Ensuite, il y a l'argument de la nature ou l'argument biologique. Le fait de dire que les hormones, les méchantes hormones font en sorte que les hommes fonctionnent d'une manière, les femmes de l'autre. Je vous dirais que voyons, j'ai juste stéroïde dans la tête, c'est pas ça tout. La testostérone, oui. La testostérone a vraiment le dos large. Hein? La testostérone vous rendrait des agressifs complètement fous, messieurs, et vous seriez des êtres assoiffés de sexe si on écoutait la majorité des personnes qui parlent des différences hommes-femmes au Québec. Et donc, on serait déterminé complètement. C'est la raison pourquoi on serait comme ça aujourd'hui, homme d'un côté, femme de l'autre. C'est parce qu'on serait déterminé par notre enveloppe corporelle, par nos hormones, par nos gènes, par notre cerveau. Et ça, c'est un argument très, très fort, encore une fois, qui est retenu. Celui de la pente glissante, c'est finalement l'idée que si on accepte telle chose, bien, il y a encore pire qui va arriver après. Donc, forcément, on doit se retenir de faire la première chose parce qu'on veut vraiment pas que la chose vraiment, vraiment pire arrive. Un exemple. J'ai pas pensé à d'exemple pour celui-là. Les gays ne peuvent pas se marier parce que s'ils se marient, là, après ça va être comme, il va y avoir la polygamie ou bien les pères vont pas marier leurs filles. C'est exactement ça. Je vais le redire pour le bien de tout le monde dans le micro. Le fait que, justement, les homosexuels, si on donne le droit aux gays de se marier, ça va éventuellement mener au fait que les pères puissent marier leurs filles, que des hommes marient des chiens, j'ai même lu ça aux États-Unis, finalement, ça ouvre la porte à toute une espèce de débandade morale et spirituelle. Et donc, il ne faut absolument pas que le mariage gay arrive à cause de ça. La caricature, c'est le fait de grossir un phénomène. Donc, on va prendre un phénomène et on va le grossir à la puissance 1000. Donc, un peu comme je vous disais tantôt, on part d'une expérience qui est très personnelle, en disant, moi, mon père, c'est ma mère qui fait le plus d'argent dans la maison, et on va grossir ça là, à la grandeur de la société québécoise, en disant, si chez nous, c'est le même, forcément, ailleurs, c'est comme ça aussi que ça se passe. Le faux dilemme, le seul exemple qui me vient en tête, c'est pas un exemple forcément féministe. En fait, c'est plutôt antiféministe même et plutôt agressif. Mais vous allez voir où je vais en venir. Par exemple, une femme est avec son mari lui dit « Si tu me quittes, je me tue ». Donc, finalement, c'est soit qu'elle reste avec lui ou l'homme, si elle le quitte, va se tuer. Donc, c'est de poser un faux débat, finalement. C'est le faux dilemme. Un autre exemple, je ne sais pas si vous en avez, tant qu'à faire participer la foule en délire. Donc, enfin, vous comprenez le principe. Faux dilemme, on oppose deux choses qui n'ont absolument aucun lien entre eux, mais on fait comme s'ils avaient réellement un lien et qu'un menait à l'autre. L'appel à la tradition ou au passé. Et là, vous reconnaîtrez peut-être vos grands-parents là-dedans, ou vos parents, ou vos oncles, ou peu importe, qui disent « Ah, dans le temps, ça se passait pas comme ça. C'était tellement mieux, c'était tellement... » Il y a une espèce d'âge d'or à laquelle on fait toute référence. On sait pas trop c'était quand, parce que finalement, quand on parle réellement de ces époques-là, c'était donc dur, puis c'était donc difficile, puis on avait donc pas de plaisir, mais
En ce qui a trait aux relations hommes-femmes, cet âge d'or-là existe réellement et puis on dépeint ça comme si c'était absolument merveilleux et positif. Évidemment, quand on parle aux femmes, c'est un autre discours complètement qui ressort, mais c'est un argument aussi qui est utilisé. Vous voyez, j'ai mis la généralisation et la caricature, c'est la même chose, il ne faut pas faire ça. Ensuite, le dernier, c'est l'appel au sentiment. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sournois. Les autres pouvaient vous apparaître un peu plus évidents, mais celui-là est beaucoup plus subtil. Et donc, pour arriver à ces fins, les personnes vont utiliser le fait de faire appel à vos sentiments, donc soit votre sentiment de culpabilité, soit votre sentiment de peur, pour finalement arriver à vous convaincre de quelque chose. Je reviendrai tantôt sur l'exemple des centres d'aide à la grossesse au Québec, au Canada, aux États-Unis, si je pense que le temps va me le permettre, et qui utilisent exactement ce genre de stratégie-là pour convaincre que l'avortement, c'est donc mal. Donc, je reviendrai peut-être un peu plus tard sur cet argument-là. Il en reste deux autres. L'argument de l'égalité déjà là, dont on a déjà parlé auparavant, et l'argument du féminisme qui est allé trop loin. C'est un peu les mêmes... je les mets un peu dans les mêmes catégories, dans le sens où, justement, soit dans un cas, on va dire, bon, là, on a atteint ce qu'il faut arrêter d'aller plus loin parce qu'on va causer un débalancement qui va faire en sorte qu'on va être dans une société matriarcale, et là, c'est les hommes qui vont vraiment subir les dégâts. Et le deuxième, qui est finalement, on est déjà allé trop loin. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez lire, que j'ai déjà lu, pas il y a 100 ans, il y a genre moins de 6 mois dans le journal, qu'on est dans une société matriarcale au Québec en ce moment. Et donc, une société matriarcale, ce serait une société où les femmes ont absolument tous les pouvoirs. Donc, les pouvoirs à la maison, les pouvoirs dans les écoles, les pouvoirs dans le gouvernement, au sein de la police, peu importe, nommez-les. Les femmes sont partout, elles envahissent la société. Les autres stratégies, à part les stratégies discursives dont je vous parlais tantôt, qui se trouvent vraiment dans le discours, il y en a quand même d'autres. J'en ai nommé seulement 3. Il y en a une panoplie d'autres, ça ne se veut pas du tout exhaustif, mais 3 qui m'apparaissaient peut-être les plus pertinents et les plus actuels, peut-être, pour la société québécoise. C'est d'une part l'humour. On en a beaucoup entendu parler au printemps, pendant les luttes étudiantes, où il y avait eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, un spectacle de levée de fonds par des humoristes. Et donc là, il y a eu des associations féministes qui se sont levées pour dire « On n'en veut pas vraiment de votre argent, vous faites des blagues plutôt sexistes, plutôt homophobes, et on n'est pas vraiment d'accord avec ce que vous faites. » Ça a fait une espèce de tollé médiatique, mais finalement... Le point que ces filles-là voulaient démontrer est quand même relativement, un peu, à tout le moins j'espère, passé. Donc l'idée que justement l'humour est quelque chose de fondamentalement politique, qu'un humoriste, c'est un acteur politique, c'est un acteur de la société comme le reste d'entre nous, et que donc le fait qu'il ait une tribune, qu'il puisse véhiculer un discours, et bien dans son discours, forcément, il véhicule des positions, des idées et des idéaux d'une certaine mesure. Et sur l'humour, je peux aussi dire qu'il existe une panoplie de types d'humour. On ne peut pas tous les mettre dans le même panier, mais il y a essentiellement, on peut les mettre dans 2 catégories. Il y aurait l'humour subversif qui, justement, vise à un peu ridiculiser une situation. Par exemple, l'ironie. L'ironie ou le sarcasme pourrait en faire partie. Le fait de dire, on rit d'une chose, mais finalement, c'est... Comment j'explique mal l'ironie. Les annonces de Axe, c'est un bon exemple, non? Oui, l'ironie qui oui. est utilisée, mais qui finalement reproduit le sexisme. Oui, exactement. C'est un très bon exemple, mais au-delà de... Parce que ça, je le classerais quand même dans conservateur. Parce que subversif, l'humour subversif va viser à déconstruire un peu une norme qui existe en ce moment. Donc, il y a les blagues qui sont finalement, que je juge de bon goût, se retrouvent essentiellement dans cette catégorie-là, qui sont justement de se moquer. Oui, on peut se moquer des féministes, on peut se moquer des gays, on peut se moquer... Il n'y a pas de truc dont on ne peut pas se moquer. C'est pas le sujet de la blague, c'est la façon de la faire. Et donc, si cette blague-là vise à renforcer un stéréotype, une généralisation, un préjugé, ou un mythe, je la classe dans conservateur. Je la classe dans le type d'humour qui, finalement, ne fait que reproduire ces stéréotypes-là et qui fait, finalement, en sorte qu'il y a un sexisme et un antiféminisme ambiant et qui fait en sorte que, quand je vais dans les écoles secondaires, on me dit « Non, l'égalité est déjà là, voyons, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses? »
Ensuite, le déplacement du débat, c'est une autre stratégie qui est employée. On parle de féminisme et hop, une seconde plus tard, on est en train de parler d'environnement. Je comprends pas trop ce qui s'est passé, ça se passe, ça arrive, mais encore plus dangereux, je dirais, il y a comme un deuxième niveau à cette stratégie-là, ce serait le fait de dire, je parle de féminisme, mais hop, une seconde plus tard, je parle de droits des hommes. Au Québec, il y a en ce moment une idée qui est véhiculée à travers les médias par certains chroniqueurs, certains journalistes, disons plus chroniqueurs que journalistes, enfin je l'espère, qui veut que l'homme québécois soit en crise. Il aurait perdu absolument tous ses repères, tous ses modèles. Il ne sait plus quoi faire de ses 10 doigts. L'homme est en perte de personnalité, finalement. Donc, il ne peut plus séduire. On lui enlève le droit d'avoir la main mise sur la maison parce que les femmes prennent de plus en plus de vigueur. Et finalement, l'homme ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup, beaucoup mis de l'avant. De la même façon que le décrochage scolaire à l'école des garçons, ce qui n'est pas du tout un faux débat. C'est vrai qu'il y a énormément de décrochage scolaire chez les garçons. Il y aurait un quart des garçons qui finiraient pas leur secondaire 5, sauf que ce qu'on omet toujours de dire, c'est qu'il y a un tiers des jeunes filles qui ne terminent pas leur secondaire, elles aussi. Et donc, avec une différence statistique aussi maigre, pourquoi un est un problème absolument faramineux, tandis que l'autre, on n'en parle même pas dans les médias? Et dernièrement, quelque chose qui m'apparaît comme étant vraiment important, c'est le visuel. Donc, finalement, tout ce qui reproduit les stéréotypes, comme je le disais tantôt, mais qui est visuel. Donc, les publicités, je pense essentiellement aux publicités, pour être bien honnête, là, mais les magazines, ces trucs-là, donc toutes des choses, les films, à la limite les vidéoclips, tout ce qui est visuel et qui a un impact assez important aussi sur la société. Les lieux où s'exprime l'antiféminisme et le sexisme, j'en ai identifié quelques-uns, mais je veux dire, je l'ai juste fait pour faire une liste, parce que pour être bien honnête, il n'y a pas de lieu en tant que tel. C'est dans vos milieux de travail, c'est à l'école, c'est à la télé, à la radio, dans l'humour, les publicités. Donc, je vous en ai mis quelques-uns, mais c'est vraiment pas quelque chose d'exhaustif. Et je termine ma présentation sur justement les risques actuels. En termes d'égalité, il y a différents types d'égalité, l'égalité de droit, l'égalité, plein d'autres choses, plein de types d'égalité. J'en aborde deux qui semblent peut-être plus remis en question en ce moment. Il faut jeter un œil sur le Parlement fédéral, quand même, avec le droit à l'avortement. Je sais que pour beaucoup, c'est un droit acquis, mais qui est relativement fragile et remis en question assez souvent. On fait juste regarder aux États-Unis, je vais vite, le mariage gay a passé, là, on est comme en révolution américaine. Les idées ont changé hyper rapidement sur le mariage gay. Il y a une majorité d'Américains qui, en 4 ans, là, est passé de « non, je veux rien savoir » à « OK, let's go, légalisons-le ». Mais si on parle d'avortement, ça passe toujours pas. Ça passe toujours pas. Et on est en 2013 et on parle de nos voisins du Sud à seulement quelques kilomètres qui refusent que l'avortement soit une question dont on arrête de parler, finalement, qu'on fait seulement la légaliser. Et c'est probablement une des lois ou une des mesures qui a été le plus touchée en 2012-2013. Il y a eu plus de législation là-dessus que sur à peu près n'importe quel autre enjeu social. Et du côté de l'égalité symbolique, c'est l'ancrage et la pérennité des normes sexistes et la difficulté de gagner une lutte de sens. Ce que je veux dire par là, c'est le fait que c'est pas tangible. Quand on parle de normes, quand on parle de sens, c'est quoi une femme? C'est quoi un homme? Qu'est-ce que ça fait dans la société? De quoi c'est supposé avoir l'air, une femme? Est-ce que c'est obligé de s'habiller avec une jupe? Est-ce que ça peut s'habiller autrement? Est-ce que ça peut faire autre chose que des métiers traditionnellement féminins? Est-ce que ça... Donc, on parle de sens, on parle de fonction sociale, on parle de définir ce que c'est un homme, une femme. Et donc ça, c'est excessivement plus difficile parce que c'est pas tangible. On peut pas y toucher, on peut pas le montrer qu'il y a une inégalité à ce niveau-là. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de lutter contre ça. Et c'est probablement le plus gros travail qui reste à faire au Québec. Wow, c'est super intéressant.
souvent, dans des événements où je suis, les femmes et les hommes qui sont là disent « Oui, mais comment on peut avoir des outils? » Mais je pense que ce que Véronique vient de faire, ça donne beaucoup d'outils pour déconstruire dans notre propre tête les formes de sexisme qui continuent à évoluer. Puis on parlait d'autodéfense, puis le karaté mental. On aimerait, une des demandes du mouvement des femmes, c'est qu'on a des cours d'éducation à la sexualité, mais aussi aux rapports socio-égalitaires à l'école pour que tous les jeunes développent ce genre de capacité de karaté mental face au sexisme ambiant. Donc, ça pourrait aider pas mal. Mon travail à moi, c'est peut-être de donner... je vais aller un petit peu plus loin dans les exemples. Puis, il y a une question. Oui. Alors, ce qui est formidable, c'est que des groupes de femmes offrent plusieurs formations dans les écoles qui sont ponctuelles. Ce que on aimerait, ou pour aller encore plus loin, que ce soit intégré de base dans les formations données par le milieu de l'enseignement en lien avec les groupes de femmes. Comme ça, c'est constant, régulier, récurrent, et les jeunes font un petit bout de chemin avec nous au fil du temps. Mais c'est une bonne idée de le rappeler. Alors, j'avais une image, à un moment donné, une stratégie discursive au moment où les femmes étaient en train de lutter pour le droit de vote. Une des affaires qu'on disait pour le contrer, c'est que les femmes allaient devenir des hommes. C'est-à-dire, à force d'être dans la sphère publique, puis d'aller là où les hommes sont censés être, bien, on allait se déformer tellement et qu'on allait devenir carrément des hommes. Donc là, c'est vraiment la stratégie de la pente descendante, là, comme tu as nommé tout à l'heure, là, que vraiment, comme le pire chose va arriver, là, les femmes vont devenir des hommes. Et donc là, qu'est-ce qu'on ferait comme société? Donc, il y en a qui sont assez comiques quand même. Alors, quels sont les effets de ces discours antiféministes ou sexistes? Bien, il y a un ensemble, puis j'avais envie de les ancrer aussi dans un certain nombre d'exemples dans notre société. Une première qui arrive constamment, c'est, bien, ici, on est quand même bien lorsqu'on regarde les femmes du Sud. Hein, c'est constamment nommé qu'ici, là, ben regardez, là, il ne faut pas se plaindre parce qu'ici, c'est vraiment cool, puis regardez les femmes en Afghanistan. Et c'est vrai, chaque fois, ça met un petit peu comme, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'évidemment, les situations des femmes en Afghanistan, c'est vraiment, vraiment difficile. Mais ça fait donc partie du genre de discours qui délégitimise ou rend invisible les réalités qui continuent à être injustes. Alors, ce que j'essaie de répondre, c'est, mais pourquoi c'est pas possible de travailler autant pour que ce soit mieux pour les femmes en Afghanistan, mais aussi mieux pour les femmes au Québec? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce qu'on peut faire seulement une affaire à la fois dans toute la planète? Non, on est capable de faire des choses à différents niveaux. Il y a aussi, donc l'effet de ce sexisme, c'est une invisibilité des réalités que les femmes vivent sur le terrain. Je donne un autre exemple. Le plan Nord, hein, ou le Nord pour tous, ou, ça a eu différents noms. Mais ça a été développé sans penser d'aucune façon aux impacts que ça peut avoir sur les femmes, sur les communautés. Ça a été plutôt un projet pour permettre le développement de mines et d'autres formes d'économie extractive. Mais ce qu'on voit à travers le monde. Donc, si on nous avait demandé, on aurait fourni de l'information, mais que ce qu'on sait qu'à travers le monde, c'est que lorsqu'il y a des projets de développement où les hommes sont surtout les travailleurs du milieu, ils vont loin de leur milieu familial, leur tissu social et tout, bien, il y a une augmentation de la violence envers les femmes, et particulièrement lorsqu'il y a rencontre entre communautés majoritaires et communautés autochtones. Donc, nous, on aurait pu dire, là, le plan Nord, vous ne pouvez pas le penser en dehors des femmes, mais personne n'y a pensé. Même s'il y a des plans pour l'égalité, il n'y a pas un chat dans le département qui a pensé à ces plans-là, qui s'intéressait à ça. C'était totalement invisible pour eux. Ensuite, il y a la démobilisation dont on a parlé, puis la question du financement des groupes de femmes. Alors, de plus en plus, les groupes qui font de la défense des droits des femmes, on reçoit le message, bien, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi
finalement, on devrait vous financer parce que l'égalité est atteinte. Donc, ça amène un questionnement, une remise en question même de l'existence des groupes. Pas juste leur financement, mais vous pouvez constater que dans l'espace public, l'existence encore de la Fédération des femmes du Québec est régulièrement questionnée. Il y a aussi une sorte d'effet d'individualisation, c'est-à-dire que un des changements qui a eu lieu avec le gouvernement fédéral dans le financement des groupes de femmes, c'est de dire l'égalité est atteinte, mais certaines femmes souffrent. Donc, le travail des groupes de femmes devrait être d'aider les femmes une par une à trouver les moyens par elles-mêmes de sortir de leur problème qui est de ne pas reconnaître les droits véritablement donnés par la société. Et peut-être elles ont un problème de confiance, donc on peut les aider à ce niveau-là, une par une, mais il n'y a plus aucune structure, aucune discrimination collective, il n'y a aucun enjeu au plan structurel. Donc, c'est vraiment une approche où les femmes sont appelées à prendre la responsabilité elles-mêmes des inégalités qui persistent. Je donne un autre exemple de ce genre d'affaires, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, si on regarde les statistiques en matière de dépression, il y a beaucoup plus de femmes qui font de l'anxiété ou de la dépression que des hommes. La plupart des médecins vont traiter ça comme une affaire de femmes et recommander, par exemple, que les femmes s'occupent un peu mieux d'elles, par exemple, prendre un long bain chaud, se donner 1 heure sans les bébés ou sans les enfants, ou bien encore de prendre des médicaments. Puis je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne idée de faire ça, mais ce que ça renvoie à chaque femme, c'est qu'elles n'ont pas su gérer les pressions que la société leur impose, puis que c'est à elles de s'organiser pour gérer cette dépression. Donc, on voit la dépression comme le fruit d'un problème individuel plutôt que le résultat d'un problème social. C'est la même chose pour les femmes qui ont vécu, par exemple, de la violence conjugale. Il y a souvent des séquelles dans le temps de cette violence ou d'une agression sexuelle qui peut faire qu'elles sont plus propices à faire de la dépression, mais ce n'est pas du tout parce qu'elles ont un problème de sorte individuelle. C'est le résultat d'un enjeu collectif. Et ça devient plus difficile à en parler. Il y a aussi un appel de certains de dire qu'il y a certains thèmes appropriés pour les femmes. Tu sais, on a, dans l'espace public, on a le droit de parler des thèmes féministes classiques. Par exemple, violence envers les femmes. On a le droit de parler d'avortement, de notre corps, finalement, tout ce qui relève de notre corps. Mais aussi, aussitôt qu'on veut parler d'économie, de fiscalité, d'environnement, bien, on nous dit assez rapidement qu'on ne s'occupe pas de nos affaires. Alors ça, c'est assez intéressant parce que nous, ce qu'on a vu avec le temps, c'est que l'environnement a un lien profond avec les femmes, dans la mesure qu'il y a des enjeux de santé sur la santé reproductive. Bon, ben, ça, c'est un niveau. Mais qu'est-ce qui arrive dans les pays du monde qui sont aux prises, par exemple, avec des changements climatiques majeurs? Bien, c'est très souvent les femmes qui gèrent tous les problèmes sociaux qui finissent par se générer par manque d'accès à l'eau, par investissement de l'État dans des méga-projets ou des choses qui continuent à générer les changements climatiques. Donc, nous, on a commencé à essayer d'avoir une analyse structurelle sur pas juste la notion d'égalité entre les hommes et les femmes, mais sur qu'est-ce qui cause un système déséquilibré où il y a de la domination autant sur les femmes que sur la nature. Donc ça, là, on est loin de saisir ça dans l'espace public, on est dans une autre sorte de réflexion. Et un des éléments de l'antiféminisme, d'une certaine façon, qui se développe, et c'est relativement nouveau, et peut-être c'est le fruit de toutes nos années de gains, c'est que il y a maintenant des femmes dans l'espace public qui se réclament d'un certain féminisme, mais qui se sentent suffisamment libres pour critiquer le mouvement féministe de façon très, très large. Et ça, c'est un défi nouveau pour le mouvement féministe dans la mesure où il y a eu cette idée qui a duré très longtemps de la solidarité féminine. Puis, à l'époque où il fallait travailler pour obtenir des droits légaux, hein, pas une égalité de fait, mais les droits égaux, bien, il y a eu un certain une façon où les femmes, peu importe leurs orientations politiques, gauche-droite, etc., se sont mis ensemble pour réclamer un ensemble de mesures ensemble.
Et aujourd'hui, ces divisions commencent à être de plus en plus marquées. Puis une des affaires qu'on vit, c'est que le mouvement féministe autonome a commencé à parler beaucoup plus d'égalité entre hommes et femmes, oui, mais égalité entre femmes. Et ça, cette question-là amène un ressac, même de par certaines féministes dans l'espace public, et ça ajoute donc à un climat assez spécial. Donc, j'amène quelques exemples aussi, là, cette fois-ci, sur l'instrumentalisation. Donc là, on a fait un tour sur comme le mythe de l'égalité, les effets que ça peut avoir. On a regardé aussi l'antiféminisme, qu'est-ce que ça amène comme perversion d'un certain nombre de débats ou la difficulté à faire valoir ou à faire reconnaître comme étant légitimes les réflexions des femmes et du mouvement des femmes. Maintenant, il y a certaines instrumentalisations, puis vous allez reconnaître sûrement les exemples. Est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques années, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il voulait investir des millions dans la santé maternelle à l'international? Alors, on s'inquiétait terriblement de l'égalité des femmes, leur santé et bien-être, et on a décidé d'investir une tonne d'argent dans, par exemple, des soins pour des vaccins ou des choses comme ça, mais aussi des soins lorsqu'une femme a une grossesse. Mais on a, du même coup, voulu interdire le financement des groupes qui font de l'éducation à la contraception, par exemple, ou bien qui pratiquent des avortements. Donc, d'une part, on dit qu'on est pour l'égalité puis on veut aider les femmes, et de l'autre côté, on est en train d'enlever certains aspects du droit. Ensuite, il y en a un autre. La ministre Ambrose, à l'époque, là, elle est changée. Elle est allée à une rencontre à New York qui a lieu chaque année où elle a parlé de violence envers les femmes et comment c'est très, très, très important de lutter contre la violence envers les femmes. Puis elle avait un seul exemple qui l'intéressait, et c'était les crimes d'honneur. Puis je fais honneur parce que c'est vraiment, pour nous, la violence envers les femmes prend une multitude de formes, mais c'est toujours un exercice de contrôle et de domination, et pas une question de honneur. On utilise la notion d'honneur pour finalement justifier le contrôle, et ça prend des formes différentes. C'est pas que ça n'existe pas ou que c'est pas un problème, mais de focusser uniquement sur cette forme de violence faite aux femmes-là, on est en train de mettre une sorte de regard extrêmement grand sur une pratique, et pendant ce temps-là, ça invisibilise ou ça rend beaucoup moins sérieux ce qui est beaucoup plus fréquent, ce qui est la violence conjugale, les agressions sexuelles et tout. Et donc, c'est une stratégie de division d'une population qui s'appuie souvent sur des préjugés qui se développent sur des gens venant de communautés minoritaires, souvent de pays du Sud. Et c'est une façon de faire en sorte qu'on peut se dire, bien, ici, d'une certaine façon, c'est réglé, l'égalité est là, il n'y a pas vraiment de violence, et c'est seulement quelque chose qui appartient à ces gens. Et là, le gouvernement doit donc développer des politiques pour encadrer, éduquer ces gens. Puis pendant ce temps-là, les autres, ils n'ont pas besoin de discuter de ça. On est libéré finalement de la nécessité de se regarder aller. Ça, c'est un exemple vraiment très fort d'instrumentalisation de nos discours. La guerre en Afghanistan. Alors, c'est difficile parce que la guerre n'a pas lieu ici, et donc on n'a pas tout le temps conscience qu'on est en guerre. Mais le Canada est toujours en guerre en Afghanistan, participe toujours à cet effort de guerre-là, qui a été vendu de façon majeure à la population, tant aux États-Unis qu'ici, comme étant une guerre pour aller aider les femmes afghanes. Et évidemment, des femmes et des hommes à travers le Canada et le Québec ont dit « Oh mon Dieu, il faut vraiment aider ces femmes », parce que c'est vrai, elles étaient aux prises avec les talibans. Puis les talibans, ce n'est pas des enfants de cœur. Mais ce que le gouvernement ne disait pas, c'est que les gens qui les ont remplacés n'étaient pas nécessairement plus fins qu'eux autres. On a soutenu Karzai, par exemple, et des chefs de guerre qui ont aussi des attitudes totalement méprisables envers les femmes.
et que les femmes qui sont organisées en Afghanistan sur une base de lutte féministe, qui sont à la fois contre le fondamentalisme, mais aussi contre la prise de contrôle de leur pays par des intérêts étrangers, disaient, s'il vous plaît, faites pas la guerre, participez pas à ça, on préférerait que vous souteniez les démarches intérieures au pays pour essayer d'avancer. Alors, ça a placé, évidemment, le mouvement féministe québécois, canadien, américain, dans une situation extrêmement délicate. Et on a essuyé quand même beaucoup de revers lorsqu'on a pris position très fermement contre cette guerre-là, parce que les gens de la droite étaient ravis de dire dans l'espace public que même la Fédération des femmes du Québec ne défend pas les femmes. Et c'est donc facile pour eux de s'ériger tout d'un coup en grand sauveur des femmes. Mais on a besoin de se poser des questions lorsque la droite veut être des sauveurs de femmes. Puis il y a plusieurs affaires à réfléchir, c'est-à-dire, est-ce qu'on a demandé dans la vie d'être sauvé? Est-ce que c'est l'objectif féministe d'être sauvé? Puis est-ce que c'est féministe de vouloir sauver les autres femmes? C'est-à-dire que on n'a jamais voulu céder notre autonomie puis notre capacité d'action. On a toujours voulu être au cœur de notre action puis de ne pas le céder. C'est super paternaliste. Mais ça arrive que la droite ne réfléchit pas vraiment à ça et a envie de donner l'impression qu'on a besoin d'être sauvé. Il y a eu un discours d'un politicien en Europe dernièrement qui disait qu'il fallait que les hommes s'inscrivent à l'armée parce que les femmes et les enfants avaient besoin d'être protégés. Et ce discours-là, qui associe toujours les femmes à la faiblesse puis aux besoins de protection, est ultra dangereux parce que ça permet à ériger cette idée qu'il y en a qui sont en mesure de jouer un rôle X, mais on n'a jamais réclamé vraiment ce rôle. Quand le débat sur les accommodements raisonnables est sorti au Québec dans les années 2005-6, bien, c'était surtout quelque chose amené par l'ADQ. Et tout d'un coup, l'ADQ est devenu les promoteurs de l'égalité entre les hommes et les femmes. Franchement, l'Action démocratique du Québec, c'est la droite. Ils proposaient toutes sortes de mesures qui étaient régressives sur le plan du rôle de l'État, sur la redistribution de la richesse, sur les services publics, sur l'accessibilité des services publics, et renvoyaient beaucoup dans leur programme des services à la maison. Donc, à la place de se donner les moyens collectivement de s'occuper d'un ensemble d'affaires comme les garderies, bien, ils voulaient renvoyer tout ça à la sphère privée pour une gestion individuelle. Alors que, tout d'un coup, on les voyait comme faisant la défense des femmes. C'était vraiment spécial dans l'histoire du Québec d'entendre un parti de droite se réclamer de l'égalité, alors qu'il n'avait jamais un mot à dire sur l'égalité le reste du temps. Rien sur la violence, rien sur le sexisme, rien sur la publicité sexiste, rien sur les inégalités économiques, rien sur, comme la plupart des choses qui émanent des mouvements de femmes qui cherchent à dire qu'il y a ça à transformer. Eux, ils n'avaient rien à dire là-dessus, mais sur les accommodements, bien, on est vraiment une société super égalitaire. Et ça nous a amené à réfléchir deux types de discours qui sont fréquents dans le Québec, le Canada, les sociétés occidentales, qui doivent nous mettre en garde. Puis dans le cadre des États généraux, on va inviter les femmes qui vont participer à essayer de voir qu'est-ce qu'on fait avec des discours qui tentent d'instrumentaliser qu'est-ce qu'on porte comme conviction. Puis j'amène des sujets touchés. Mais on est dans l'époque de sujets touchy, me semble. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu les journaux ce matin. Moi, j'étais dans les sujets touchy toute la journée. Les débats sur le nationalisme sont souvent interagissent très souvent avec des enjeux féministes. Il y a une femme qui s'appelle Wendy Brown, qui est formidable. C'est une chercheure américaine, philosophe, et puis elle a vraiment des choses intéressantes à dire dans une perspective féministe. Elle dit « Les femmes sont constamment mobilisées pour porter le poids de la nation et de la culture. »
Et je ne dis pas que tout discours national amène une utilisation, une usurpation des femmes, mais il y a une rencontre qui se fait entre des discours plus d'une fois dans notre histoire. Je vous donne quelques exemples. Alors, lorsque on était au moment de débattre pour le référendum en 80. Moi, j'étais comme bien trop petite, je n'étais pas au pays, mais donc je ne peux pas en parler comme de ma personne, mais plutôt dans l'histoire, il y a eu une affaire autour des Yvettes. Avez-vous eu connaissance de l'enjeu des Yvettes? Probablement pour les plus vieux et les plus vieilles, oui, mais les plus jeunes, peut-être pas. Les Yvettes, c'était que Lise Payette, qui était ministre de la Condition féminine, a fait référence à la femme de Claude Ryan, comme étant une Yvette, qui était un personnage apparemment dans les livres scolaires, et qui était une femme qui restait à la maison. Et en 80, le projet de souveraineté était associé à un projet de modernisation de la société québécoise dans la foulée de la Révolution tranquille et était aussi vu comme une façon pour les femmes de se libérer de la tradition. Puis, elle a référé aux femmes qui sont dans la maison avec les enfants comme étant les Yvettes, dont il fallait un peu se détacher. Et là, tout d'un coup, il y a eu une mobilisation incroyable des femmes à travers le Québec pour dire on est des Yvettes. Puis il y a eu même un rassemblement de milliers de femmes qui ont dit on est des Yvettes. Le camp du non l'a instrumentalisé ce rassemblement de femmes et cette réaction vigoureuse des femmes pour dire vous n'allez pas nous dire qu'est-ce qui est bon pour nous. Et ça donnait l'impression que c'était une mouvance traditionnaliste anti-souveraineté. Mais finalement, dans l'histoire, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une sorte de moment où, pour dire, on ne veut pas que les débats nationaux se fassent sur notre dos, peu importe la direction que ça prend. Donc, voilà un exemple. Je vous donne un autre. Lorsque on était, tu sais, c'est souvent des moments culminants, mais je veux pas avoir, j'ai pas une obsession sur les référendums, c'est promis. Mais c'est des moments intenses de débat public. Donc, tu sais, des fois, me sens le devoir de justifier parce que je suis une anglo, mais j'ai voté oui en référendum de 95, donc je suis pas un anti. C'est plutôt une réflexion de l'intérieur, mais pas une réflexion de jugement. Donc, Lucien Bouchard a fait une sortie publique dans le cadre, tu sais, il est venu sauver il n'était pas premier ministre encore, il était venu un peu sauver la campagne qui était en train de dépérir, et il a fait une référence publique au fait que les femmes québécoises sont les sociétés blanches qui font le moins d'enfants. Et que, d'une certaine façon, il évoquait l'idée que les femmes québécoises blanches avaient la responsabilité de faire plus d'enfants pour la nation. Parce que c'était seulement les immigrants qui faisaient plein d'enfants. Et ça, c'était dangereux pour le futur de la société québécoise. Alors, encore une fois, on a lié avenir de la nation au rôle des femmes et à leur rôle maternel, puis on a lié donc le destinée de la nation à des femmes blanches. Encore. Là, on était dans les débats de Charlottetown. Là, je fais comme une petite histoire de notre politique, là, de rapport Québec-Canada. Alors là, c'est une des ententes qui était mis en discussion au Canada, c'était Charlottetown. Je passe un peu le contenu de ça, mais une des affaires, c'est que les groupes de femmes au plan canadien avaient peur que cette décentralisation qui allait avoir de certaines reconnaissances de droits allait faire que les femmes québécoises allaient tout d'un coup être soumises aux inégalités qu'il n'y avait pas lieu parce que le gouvernement allait plus être très centralisateur. Là, je l'ai super mal expliqué, je crois, mais je vais me reprendre. L'idée, c'est que les féministes canadiennes avaient peur que si certaines protections et certains programmes étaient décentralisés aux provinces, que les femmes québécoises qui venaient tout juste de commencer à connaître les débuts de l'égalité, qu'on allait finalement reculer dans ce contexte-là et donc on avait besoin d'un gouvernement central très fort. Les féministes québécoises n'étaient pas du tout de cet avis, puis ont demandé aux féministes canadiennes de s'occuper de leurs affaires et de nous laisser prendre nos décisions seules. Mais c'est encore une fois l'avenir de la nation
où il y a un enjeu féministe qui est au cœur. Cette fois-ci, ce n'est pas forcément une instrumentalisation par la droite, mais c'est un moment où il y a une jonction entre les deux. Je donne un autre exemple. La nomination de Lise Payette, encore une fois, j'ai encore pas plus d'une obsession avec elle, mais elle a été nommée marraine de Femmes en tête pour célébrer le 50e anniversaire du droit de vote des femmes. Dans les semaines entourant sa nomination, elle a fait connaître une vidéo qu'elle a fait, ou un film qu'elle a fait qui s'appelle « Disparaître », qui posait l'hypothèse de la disparition de la nation québécoise en raison de l'immigration. Les femmes immigrantes actives dans le mouvement féministe qui voulaient participer aux célébrations des 50e, a demandé au comité organisateur de demander à Mme Payette de laisser son rôle de marraine de l'événement parce que c'était extrêmement insultant pour elle. Et le comité organisateur a refusé. Crise majeure. Alors, qu'est-ce que ça nous amène comme réflexion pour nous dans un contexte où on est aux prises en ce moment avec un ensemble de débats, qu'on soit pour ou contre la laïcité ou la charte ou whatever. Maintenant, je vais vous dire, la FFQ est pour la laïcité, mais pas pour la charte. Mais je ne cherche pas à discuter tant de la charte que qu'est-ce qui se passe en arrière. Et c'est un peu à ça qu'on est appelé à réfléchir lorsque certains de nos enjeux sont instrumentalisés. Donc, ce n'est pas un secret qu'on mobilise en ce moment les valeurs de l'égalité entre les hommes et les femmes pour justifier le besoin d'une charte des valeurs québécoises. Alors, une des choses qu'on a besoin de réfléchir, et là, je cite un groupe... Attends une seconde, je me suis perdue dans mes papiers. Je cite des gens qui... je vais me retrouver par rapport à qui je cite, mais je veux commencer par citer. La différence entre nous et eux tient aujourd'hui à la manière dont les uns et les autres sont réputés se conduire avec les femmes. Et c'est comme si on était en train de faire des distinctions fondamentales dans la société québécoise sur qui se comporte adéquatement avec les femmes. Qui est libéré, finalement, de l'introspection, de leur comportement et des injustices qui sont reproduites, soit au sein de la famille, au sein du rapport amoureux, au sein des institutions, au sein de l'économie, et qui est censé porter le poids de ce regard, qui est identifié comme étant les personnes responsables des menaces. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la dynamique qu'on veut entretenir sur l'avenir de la nation? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un enjeu où on a besoin d'essayer de saisir de quelle façon on utilise nos projets pour faire avancer un discours? Et ça nous a amené, dans le cadre des États généraux, à se dire, il y a déjà eu dans l'histoire une réflexion sur le colonialisme. Il y a des femmes au Québec qui étaient indépendantistes, qui disaient pas de libération des femmes sans libération nationale, puis pas de libération nationale sans libération des femmes. C'était des révolutionnaires. Elles étaient très souvent identifiées à des courants radicaux de gauche. Et elles s'inspiraient des luttes des Algériennes, notamment, contre la colonisation et pour une décolonisation. Alors, on voyait la société québécoise dans un rapport de domination et un rapport colonial. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres formes de rapports coloniaux qu'on peut réfléchir ou on doit réfléchir pour être sûr que nous aussi, on n'est pas pris dans une dynamique nouveau de ça, alors qu'on est toujours dans un rapport qui n'est pas clair entre le Québec et le Canada? Je vais un petit peu plus loin. Une autre citation. Certains discours véhiculent l'idée selon laquelle le sexisme et les inégalités entre les sexes seraient l'apanage exclusif de cultures arriérées, par opposition à la civilité du monde occidental, caractérisée par sa tolérance, son féminisme et surtout sa capacité inépuisable de changement. Migrantes ou citoyennes, les femmes des minorités stigmatisées, c'est-à-dire nos voisines de palier, sont perçues comme vivant dans un autre temps, incapables de partager et moins encore de construire avec nous un monde commun. Je trouve que ça ressemble à des affaires avec lesquelles on est en train de débattre au Québec. Et
Dans cette réflexion-là, je vais terminer là-dessus. Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes, vous savez que la FFQ, avec le mouvement des femmes ici, a mis sur pied un réseau féministe international qui s'appelle la Marche mondiale des femmes. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de pays où il y a une coordination nationale qui appartient à ce grand mouvement-là, qui se rassemble autour de la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les femmes et l'égalité entre les peuples. Et ce qu'on a appris, c'est l'importance de voir que, qu'on le veuille ou non, on participe et on est intégré dans des rapports occidentaux avec le Sud, et que même si on n'est pas d'accord, on a des responsabilités là-dedans. Je pense notamment aux compagnies minières canadiennes qui sont actives sur bon nombre de territoires et qui déplacent des populations, qui fait augmenter l'appel à l'industrie du sexe, qui fait en sorte qu'on instrumentalise des jeunes femmes pour jouer des rôles informatrices pour mieux être capable d'arriver au bout de certaines résistances dans les communautés, de se faire déplacer. Il y a un ensemble de problèmes, enfin, liés aux compagnies minières canadiennes. Mais puisque c'est le Canada, même si, qu'on soit fédéraliste ou souverainiste, je pense qu'on a une sorte d'idée que ce n'est pas nous. Et donc, on ne les interpelle pas. Et quand on traduit ça aussi à l'intérieur, il y a des discours qui se passent dans le monde occidental sur les femmes du Sud, sur leur soumission, sur le fait qu'elles soient tellement opprimées, qui a tendance à invisibiliser la capacité d'action et les formes de résistance individuelle et collective de ces femmes-là, qui se sont organisées et qu'on donne l'impression que lorsque les femmes des pays du Sud viennent s'installer ici, elles viennent constamment avec leurs idées totalement arriérées. Et donc, ça, c'est une forme de colonialisme. Hein? C'est une forme de regard sur l'autre qui amène une certaine supériorité. Et aujourd'hui, puisqu'on se diversifie beaucoup comme société, on est appelé à nous demander, est-ce que nous aussi, on a intériorisé ça? Et en n'en parlant pas, parce qu'on en parle si peu, est-ce qu'on le reproduit malgré nous? Donc, dans le cadre des États généraux, on s'est fait brasser par les femmes du Sud dans le cadre de la Marche mondiale. Et là, aujourd'hui, on se fait brasser par les femmes installées ici, peut-être depuis une génération, peut-être depuis 2, 3 ou 4, qui nous interpellent. C'est la même chose avec les femmes autochtones. Elles disent, est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec nous sur carrément d'autres bases où vous reconnaissez que vous avez pris notre territoire et qu'aujourd'hui, on a besoin de développer une nouvelle façon d'être ensemble qui est plus égalitaire. Est-ce qu'on est capable de faire cette réflexion-là et que de leur côté, elles reconnaissent aussi qu'il y a des histoires de colonialisme? Donc, c'est un des débats qu'on a besoin de faire dans le cadre des États généraux, puis que ça va être intéressant de faire ensemble, parce que cette rencontre entre féminisme, nationalisme, colonialisme se fait trop souvent pour qu'on ne le réfléchisse pas dans un contexte féministe. Merci.